Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire en partenariat avec le CETIM. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes nos conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler des traitements de surface. L'industrie 4.0 et l'évolution de la mobilité sont les deux principales tendances de l'industrie et les entreprises y sont confrontées tout de suite. À cette occasion, cette conférence en ligne vous présente spécifiquement leurs implications pour les traitements de surface. Cette présentation est assurée par Jean-Marc Bello, ingénieur au CETIM. Jean-Marc Bello est un ingénieur mécanicien de l'Université de technologie de Compiègne et troisième cycle de prospective du CNAM. Au Centre technique des industries mécaniques, il réalise des veilles technologiques pour des professions ou sur des tendances stratégiques, ainsi que des analyses prospectives. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Bello, je vous laisse la parole, c'est à vous. Je vous remercie les techniques de l'ingénieur de nous accueillir pour cette conférence technique du CETIM. Je vais tout de suite passer au niveau de l'introduction. Qu'est-ce qui est arrivé d'important cette année 2019? Si on veut donner que trois grandes tendances, eh bien, c'est vraiment l'importance du numérique, de l'industrie 4.0 en corrélation avec les traitements de surface. En second, ce sont toutes les évolutions autour de la mobilité. On nous demande beaucoup de choses sur ce sujet-là. Et en troisième, c'est un certain nombre de technologies de traitement de surface qui retrouvent une jeunesse, qui sont rénovées par le numérique. Alors, ces trois grandes tendances, en réalité, elles sont poussées par une situation de méga tendance, c'est-à-dire que globalement, dans l'économie mondiale, on a cinq grandes méga tendances qui apparaissent. C'est tout ce qui est autour de l'industrie 4.0, c'est-à-dire on a besoin de numériser tout ce qui est possible au niveau conception, production, pour rendre possible la communication de machine à machine. Et le moteur important pour que ça se fasse, eh bien, c'est l'accroissement de la valeur de l'entreprise. Parce qu'à chaque fois que vous allez moderniser l'outil de production, rendre possible un maximum de transactions, ça augmente beaucoup la valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est la méga tendance numéro un. La méga tendance numéro 2 qui ressort, c'est tout ce qui est autour de l'évolution de la mobilité. Il n'y a pas de jour où vous n'entendiez parler de l'électrification des véhicules, de l'utilisation de nouvelles énergies, biocarburants, hydrogène, etc. Et même des véhicules autonomes, comme la petite Google Car qui permet de regarder sur Google Maps les paysages. Il y a déjà beaucoup de véhicules autonomes qui sont en projet ou qui existent déjà à l'état de prototype. Et l'objectif, là, c'est au niveau de l'électrification surtout, c'est de réduire la consommation de CO2 parce que chaque constructeur a des pénalités s'il dépasse son objectif moyen de CO2 sur tous ses modèles et ça pose un problème puisque il y a un éditorialiste allemand récemment qui a mis en évidence que 2 des 8 fabricants européens pourraient disparaître parce qu'ils vont consommer trop de CO2 en fonction des véhicules qu'ils ont vendus et les pénalités, ça va atteindre des centaines de millions, voire des milliards d'euros, et donc ils ne pourront pas tenir. Il y a d'autres tendances. La troisième, c'est la course vers le zéro. Zéro défaut, zéro déchet, zéro rejet, zéro retard. Et donc ça, la course vers le zéro, c'est quelque chose de permanent dans la mécanique depuis toujours et qui continue à avoir une très forte acuité parce qu'évidemment, on est dans la mondialisation. La quatrième tendance, c'est la personnalisation. Production personnalisée de masse, conception personnalisée. On a de plus en plus le client qui devient, au lieu d'être simplement le client, le consommateur, il devient au centre du système. Et c'est lui qui va dire exactement ce qu'il veut. Et à ce moment-là, le système va devoir se réorganiser tout autour. Donc la vraie personnalisation, elle ne sera possible que justement quand la méga tendance numéro un sera réalisée. Et la cinquième méga tendance, c'est autour de bien-être et santé.
C'est-à-dire que les gens attirent de plus en plus d'importance à leur bien-être, à leur santé et donc tous les produits et services qui tournent autour. Qu'est-ce qui est important pour les traitements de surface dans ce contexte-là? C'est justement que chaque produit qui est réalisé, forcément, il a un traitement de surface quelque part à un moment donné. Il y a très très peu de produits qui n'ont pas de traitement de surface et donc ce domaine des traitements de surface, il est forcément intégré dans la réflexion 4.0, la réflexion IoT et très très impliqué à tous les moments. Un certain nombre de technos même font partie des solutions. Et c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. On en a entendu parler pendant des années et maintenant on voit que les entreprises y sont confrontées actuellement. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'elles doivent intégrer la numérisation et cette nouvelle réflexion, même si en général les traiteurs à façon, ce sont des sous-traitants, ils ne sont pas en contact direct du client final, mais ils sont impactés par comment dire, vagues de clientèle successives. Mais le problème, c'est qu'il manque de littérature blanche métier, c'est-à-dire que vous entendez beaucoup de choses sur l'industrie 4.0, la numérisation en général. Mais dès qu'on vous dit, ah ben d'accord, mais industrie 4.0 et la forge industrie 4.0 et découpage emboutissage industrie 4.0 et traitement de surface, il n'y a quasiment rien. Et donc, c'était l'objectif de cette investigation que je vous présente aujourd'hui, qui est focalisée traitement de surface. Vous voyez la petite image en bas à droite de la diapo numéro 3, c'est une courbe de hype. La courbe de hype, ça donne le niveau de développement de la technologie. Et donc, les technologies dont je vous parle aujourd'hui, véhicules électriques 4.0, fabrication intégrée, sont dans le bas de la pente de la désillusion, c'est-à-dire qu'ils sont tout près d'être adoptés par les entreprises et puis de s'en servir rapidement, alors que les différents traitements de surface qui sont mentionnés sur la droite, les procédés propres de traitement de surface, les traitements sur matériaux légers, les traitements de surface combinés, etc., c'est déjà dans l'industrie et chaque progrès, c'est un gain de productivité. C'est-à-dire chaque progrès qui va arriver par les véhicules électriques, la fabrication intégrée, ça fait tout de suite gagner beaucoup aux entreprises de traitement de surface. Donc là, on a les techniques de l'ingénieur qui vont nous faire un petit sondage sur ces 5 méga-tendances pour vous donner un petit peu la température, c'est-à-dire parmi vous, est-ce que certains d'entre vous sont confrontés à Industrie 4.0, évolution de mobilité, course vers le zéro, personnalisation, bien-être et santé? Donc pour vous, c'est le moment de répondre. Voilà, donc là, le sondage est terminé. On aura les résultats à la fin. On passe à la diapo numéro 4. L'impact de la société du numérique justement sur une entreprise de traitement de surface, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas une tendance qui va passer parce que les machines en réseau, ça accroît énormément la valeur de l'entreprise. Et donc forcément, toutes les entreprises vont être intéressées. À côté de l'augmentation de la valeur, vous avez cette pression sur la personnalisation des produits et les formes d'interaction à la fois par la nouvelle génération, la concurrence mondiale, et ça fait qu'on va vers une plus grande transparence des processus, des postes de travail interconnectés. Il faut que ça devienne aussi facile à utiliser qu'un smartphone grâce à une interface intuitive. Et de plus en plus, quand vous vous déplacez dans une entreprise, dans un atelier, vous voyez que les gens ont à la main très très souvent des tablettes, parfois une montre intelligente, parfois des lunettes de données pour réagir rapidement.
Et donc, il y a eu un certain nombre d'analyses de méthodes de travail pour adapter les nouveaux devices, les systèmes d'assistance, les informations. Il y a une étude qui a été faite par l'Institut Fraunhofer IAO en particulier, dont je vous mets le lien en bleu souligné, sur les traitements de surface. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est appliqué au traitement de surface. C'est assez important cet impact de la société numérique sur l'entreprise de TS. Simplement, c'est un peu en ordre dispersé et il y a besoin d'un peu une sorte de normalisation. Et j'ai ressorti les points principaux sur lesquels les Allemands travaillent. Le syndicat allemand qui est équivalent en France à l'UITS, c'est le VDMA Oberflächen Technik. Il travaille avec différents instituts, Fraunhofer, RWTH Aix-la-Chapelle, des entreprises pour normaliser un petit peu les choses, que tout le monde fasse un peu pareil. Par exemple, ils sont en train de développer la norme d'interface ouverte OPC-UA adaptée au traitement de surface pour avoir même des plug-and work qui peuvent être ajoutés aux machines actuelles pour pouvoir mettre en réseau la production de manière numérique. Le second point important sur lequel les Allemands travaillent, c'est l'ombre numérique, c'est-à-dire une image virtuelle, une réplique numérique d'un composant ou d'un processus à partir des données, ce qui permet une analyse temps réel. C'est un peu l'étape intermédiaire avant le jumeau numérique, parce que le jumeau numérique, c'est quelque chose de très ambitieux, qu'il faut vraiment être du métier pour y arriver, c'est long et difficile. Ça devient une ombre enrichie de modélisation et d'information. On peut faire de la réalité simulée. Donc c'est l'étape ultérieure. Également, en bas de la diapo 5, vous avez le lien vers la note de veille du CETIM qui en parle, et puis une recherche sur Google qui donne un certain nombre d'infos. On est très habitué à chercher en français et en anglais, mais en réalité, c'est les Allemands qui écrivent le plus et on gagne beaucoup à chercher des choses en allemand. Alors, parmi les multiples aspects sur la diapo 6, vous voyez en haut à droite une ville du futur et on voit qu'il y a plein de connexions dans tous les sens et les dispositifs connectés ont une forte influence sur le choix des revêtements. Vous allez avoir des revêtements justement pour permettre la connexion, les échanges d'infos et autrement même les revêtements protecteurs, il ne faut pas qu'ils soient isolants vis-à-vis de ces ondes qui permettent la communication. En haut, au milieu de la diapo 6, vous avez des espaces de travail. La numérisation des espaces de travail est très avancée. Vous voyez deux personnes, par exemple, qui travaillent sur une table. En réalité, c'est un écran qui est projeté. Vous avez même une personne qui peut être à distance sur un écran d'ordinateur et puis qui peut malgré tout participer. En haut à droite de la diapo 6, dans la numérisation des espaces de travail, vous voyez une personne avec une tablette et également avec des lunettes et puis un micro. Vous voyez aussi ce qu'on voit souvent maintenant dans la plupart des entreprises, une borne ou alors même un grand écran. Vous vous déplacez dans l'atelier et puis vous voyez ces grands écrans qui disent un petit peu où on en est dans le processus. Vous avez également les robots et les outils d'aide au milieu de la diapo 6, où on voit une personne qui travaille avec un cobot et qui est aidée également par un casque de réalité virtuelle. Et puis en bas de la diapo 6, c'est quelque chose auquel vous êtes déjà très habitué, mais c'est l'automatisation qui est encore accrue en facilité avec la numérisation. Vous avez un exemple de pré-traitement voie humide qui est automatisé. Tout en bas, au milieu de la diapo 6, c'est le nouvel atelier de peinture robotisé de dur pour les voitures électriques en Chine. Et puis en bas à droite, c'est le revêtement de projection HVOF qui est robotisé. Donc si on passe à la diapo 7, on voit qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dépaysé. Même en 2025, vous n'allez pas être dépaysé parce que les changements vont se réaliser peu à peu et puis s'accroître. C'est-à-dire quand on regarde une ligne actuellement qui est prévue pour 2025, c'est presque comme aujourd'hui, avec des systèmes de manutention, de reconnaissance, de surveillance. Simplement, ils deviennent 4.0, c'est-à-dire numériques et qu'on peut regarder un peu où on veut. Par contre, en 2036,
ça aura beaucoup changé. C'est-à-dire que l'environnement enrichi sera devenu habituel et on peut voir cela à l'université de Stuttgart. Ils ont fait une sorte de hub qu'ils appellent Arena 2036, où là on peut voir pendant une production prototype comment est l'environnement industriel du futur. Toujours de la même façon, quand vous avez un lien bleu souligné, bon, pas maintenant, mais par la suite, si vous regardez de nouveau, vous pourrez cliquer et puis vous aurez accès aux infos primaires. La diapo 8, ce sont quelques exemples donc, que je vous ai trouvés d'entreprises de traitement de surface, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en traitement de surface au niveau industrie 4.0. Par exemple, la société Softec qui est capable de détecter les écarts lors de la saisie de l'ordre pour réagir avant que l'article ne soit transféré dans le processus de fabrication, qui travaille à des scénarios pour optimiser la planification, la consommation d'énergie, l'efficacité des ressources. Également, le bain est déterminé par pièce à partir d'analyses préalables et des paramètres. Également, les instruments de mesure sont mis en réseau. On peut commencer plus modestement. En bas de la diapo 8, vous avez la société Brett Schneider qui a commencé simplement par une application d'entreprise sur mobile qui est disponible pour les employés. Ça planifie la production, les commandes livrées et pré-planifiées. Et ça permet d'avoir moins d'erreurs, de libérer du temps. On peut échanger des photos, des documents, des infos au fur et à mesure de la production. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous prenez une photo et puis elle est disponible pour tout le monde. Une fonction de chat. Et ça permet peu à peu d'aborder les premières étapes de la numérisation. Parce que, comme on a vu à la diapo précédente, en 2025, vous ne serez pas trop encore perdu, mais 10 ans après, le retard sera presque impossible à rattraper. À la diapo 9, on a la société Holzapfel qui a donné un témoignage très intéressant, qui travaille beaucoup pour l'automobile. Et donc, les constructeurs et puis les équipementiers de rang 1 font beaucoup avancer l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, l'IoT, la robotique. Ils ont déjà une interconnexion de production qui s'est établie dans les grandes entreprises. Et les gens de Holzapfel expliquent qu'une PME doit peser soigneusement l'aspect avantage-inconvénient. Parce que dès qu'elle se lance dans cette industrie 4.0, il y a un fort investissement, une refonte radicale, un sujet complexe, la mise en œuvre coûteuse. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de savoir-faire. Il y a la question du risque de sécurité des données. Et donc c'est pareil, il faut s'y prendre peu à peu. L'exemple que vous avez dans la figure à droite de la diapo 9, c'est un chargement des racks de traitement de surface par robot où ils ont mis au point une détection des pièces qui coincent par des capteurs 3D, une détection du cadre de galvanisation qui compense la déformation des crochets, un certain nombre de progrès comme ça. Au dernier salon Surface Technologie 2018, il y avait un certain nombre de sociétés qui proposaient des outils donc qui peuvent commencer à aider à avancer dans un premier temps, comme DTEC, des outils qui enregistrent et qui analysent la production en temps réel, qui analysent les dysfonctionnements, des machines qui s'entretiennent presque automatiquement. Bon, il y a Keyence qui est très connu pour les systèmes d'identification, d'automatisation, de contrôle. Data Physics, les capteurs qui évitent les défauts pendant la production. À la diapo 10, c'est un dispositif vraiment très avancé de vidéo grande vitesse. Ça, c'est un des grands progrès d'aujourd'hui, la vision, les caméras grande vitesse. Et cette société-là met en place un système qui révèle les sources d'erreurs difficiles à détecter. Si vous avez un petit retard de mouvement, un égouttement sporadique, un rebond occasionnel, ça va très très vite et vous pouvez ne pas le voir. Et ils sont capables de mettre en œuvre jusqu'à 12 caméras avec les éclairages qui vont avec, une résolution élevée jusqu'à 3000 images par seconde, ce qui est déjà bien. Hein. Et si vous avez besoin de plus, ça peut même aller en résolution réduite jusqu'à 100 000 images par seconde. Et d'après les exemples cités, l'amortissement est assez rapide. Dès que vous avez une défaillance, vous amortissez le système.
Il y a plein de petits appareils de mesure et logiciels qui sont maintenant disponibles. Appareils de mesure multi-épaisseur Sonic, évaluer la protection contre la corrosion sévère Fischer, etc. L'EcoScreen qui analyse les données des cabines de peinture. Il y a un certain nombre de progrès que vous voyez arriver peu à peu. Tout en bas, vous avez en bas de la diapo 11 des robots qui chargent et qui vident des racks de galvanoplastie. Donc, c'est un travail qui a été réalisé à la fois par l'Institut Fraunhofer IPA de Stuttgart et par le DTI, l'Institut de technologie danois. Donc, des choses très appliquées au traitement de surface qui sont applicables aujourd'hui. Des choses encore plus intéressantes et là, qui sont vraiment utilisées, c'est la réalité augmentée. Parce que la réalité augmentée, elle est même plus qu'en bas dans la pente de la désillusion de la courbe de Hype, c'est disponible. C'est des outils que vous pouvez acheter. Et par exemple, pour le nettoyage, vous avez la société Dure EcoClean qui utilise, en haut à droite de la diapo 12, on voit la personne avec son casque de réalité virtuelle, son petit capteur, et qui regarde, en bougeant sur la pièce, ce capteur, qui regarde là où c'est assez nettoyé ou pas assez nettoyé, et on voit à l'écran ce que ça donne. Donc ça évite de faire de la surqualité ou de laisser des zones pas assez nettoyées. Et puis au niveau de la conception, on voit en bas de la diapo 12 la société Optis CEO qui a développé une suite logicielle avec interface homme-machine. C'est-à-dire que vous avez ce que tout à l'heure on a appelé l'ombre numérique à l'écran, et la personne avec son casque de réalité virtuelle, ses gants, elle va tester la texture de la pièce, la couleur, l'éclairage. Même on peut tester si une serrure s'ouvre ou ne s'ouvre pas, si quelque chose est aligné ou pas aligné. C'est-à-dire qu'il y a un retour haptique. À la diapo 13, c'est les logiciels de simulation. Donc ça, les personnes les plus anciennes connaissent les logiciels qu'on a développés dans les années 80, 90, début des années 2000. Et puis on n'en a plus tellement parlé et la jeune génération s'intéresse beaucoup à ça. Si vous regardez les questions des jeunes sur le net, sur les traitements de surface, c'est toujours autour des logiciels. How can I model surface coating in Abacus? How to model surface reaction in COMSOL, etc. Il y a un certain nombre de sociétés comme Damask, Tekla, Cobham, Slety, EIMC Advanced Plating, même le logiciel CETIM Procore pour la protection cathodique qui est très connu, très utilisé. Ces logiciels ont vraiment la cote aujourd'hui. C'est quelque chose qui est en train de bien se développer et évidemment c'est attractif pour une entreprise de traitement de surface qui veut attirer des jeunes d'avoir ces nouveaux devices, ces nouveaux systèmes de calcul. La diapo 14, donc, elle vous présente un certain nombre d'applications intéressantes au niveau applications robotisées, parce que ça peut aider beaucoup toujours dans le cadre de l'industrie 4.0. Par exemple, on parle beaucoup de sol-gel, et le sol-gel, ce n'est pas du tout une application qui est qu'en R&D, c'est industriel. Par exemple, la société française Socomore propose des solutions commerciales validées qui tiennent plus de 3000 heures au brouillard salin, et le procédé lui-même, il a été automatisé. Pour les avions, le procédé Airbus ABB qui permet de déposer une épaisseur de 25 microns par robotisation, et puis également la polymérisation. Donc ça, c'est ce que vous voyez en haut à droite. Vous voyez l'application, puis la polymérisation UV. Également, la robotisation va très loin aujourd'hui et elle convient pour les grandes dimensions. Les images que vous voyez au milieu à droite de la diapo 14, c'est un robot multi-axe pour la peinture en poudre de pièces de grande dimension, des remorques Roland, français donc. Et puis tout à fait à droite, c'est le procédé compact de trempage par rotation d'automobile. C'est-à-dire le petit jouet que vous voyez, en vrai, c'est une automobile d'une tonne. Et le robot, il est capable de lui faire un tour de 360 degrés pour passer d'un bain à un autre. Et donc, on gagne énormément en temps puisque ça permet 75 carrosseries à l'heure. Pour les applications moins grande série, vous avez en aéronautique le plaquage sélectif qui est robotisé par Sifco.
en collaboration avec Safran Landing en Angleterre. On a un train d'atterrissage escamotable qui est galvanisé sélectivement de nickel avant chromage et le procédé a été intégré par Safran. Donc là, tout ce qu'on a vu des diapos récents de la diapo 4 à la diapo 14 sur l'industrie 4.0, ça vous a donné beaucoup de solutions possibles. Et c'est l'occasion de notre dernier sondage, deuxième sondage, pardon. Pour cela, je vais laisser la main à Technique de l'ingénieur, à Technique de l'ingénieur qui va vous lancer le second sondage. Ce sondage vise à vous faire répondre donc à la question, dans toutes ces technos d'industrie 4.0 qu'on vient de voir, est-ce que vous êtes confronté à certaines d'entre elles, les normes d'interface, le jumeau numérique, la numérisation des espaces de travail et aide en atelier, la robotisation, les contrôles surveillance ou d'autres. Donc là, vous avez 30 secondes pour donner votre avis. Donc le sondage est terminé, on aura les résultats à la fin. En marge un petit peu de l'industrie 4.0, mais avant de passer à l'e-mobility, il y a quelques questions importantes pour vous. C'est l'aspect post-fabrication additive. La fabrication additive fait partie de la vague numérique, mais ce serait l'occasion d'une présentation entière sur les traitements de surface. Simplement, c'est pour que vous vous souveniez que c'est quelque chose d'important. Nous, on a fait beaucoup de travaux sur les traitements de surface à préfab additive. Une pièce à façon, le problème, c'est qu'une fois qu'elle est en fabrication additive, la surface est pire que celle que vous voyez dans les traitements classiques. Elles peuvent avoir une forme d'escalier en Z, voir la granulométrie de la poudre ou des fils. Les pièces peuvent être très poreuses et ne pas être capables de recevoir un traitement. Donc il y a un certain nombre de choses importantes. Mais s'il y a une cavité, il peut y avoir un effet pompe qui peut rendre vraiment le traitement difficile, peut-être impossible. Le second grand sujet qui va autour du numérique, un petit peu plus loin, c'est la production personnalisée. C'est un sujet important parce qu'aujourd'hui, on est capable de revenir à la diversité de la production artisanale. C'est ce que montre l'image en haut à droite de la diapo 16, c'est-à-dire qu'en 1850, chaque fois qu'on produisait une pièce, elle était différente de la précédente. Quand vous arrivez dans les années 1950, au contraire, on avait des énormes séries, mais tout le monde avait le même frigo. Années 70, tout le monde la même TV, tout le monde la même voiture. Et on arrive au moment où on est capable de faire la production personnalisée. Et donc ça, c'est quelque chose d'important parce que ça change la façon de voir. Donc c'est pareil, je passe assez vite, c'est juste pour que vous voyez que c'est très important. On pourrait faire un webinaire entier là-dessus. C'est une très grande importance de la personnalisation de masse à la page 17. Vous voyez par exemple des personnes avec leur casque de données. Même on est équipé aujourd'hui, si on veut regarder sur un écran projeté, avec un opérateur de peinture, il peut garder ses gants. Ce qu'on voit en haut à droite. En bas à droite, on voit un opérateur qui assemble un moteur personnalisé, pareil avec des lunettes de données. La diapo 18, on voit qu'il y a même un centre personnalisé qui a été créé en Allemagne, le Leistungszentrum Masspersonalisation, qui explique comment arriver à changer de modèle. Parce qu'on est habitué à un modèle linéaire, la conception, la production, le client, et puis on arrive à un modèle au contraire un petit peu circulaire ou triangulaire, centré sur le client. C'est-à-dire que c'est le client qui va être capable aujourd'hui de changer beaucoup de choses et nos briques classiques mentales, elles sont un petit peu en train de changer et on a plutôt une sorte d'hybridation, de convergence.
Un certain nombre d'outils de la personnalisation, traitement de surface que je vous balaye rapidement, ce sont des méthodes de conception, de production, de contrôle automatique. Quelques exemples. Vous pourrez cliquer par la suite. On va passer au second sujet important, parce qu'on est à mi-chemin, là, on est à une demi-heure de conférence. Ce sont les évolutions de mobilité. Vous avez un challenge énorme et on le voit actuellement parce que dans les questions du service questions-réponses qu'on reçoit régulièrement au CETIM, il n'y a pas de jour où on a une société de mécanique qui téléphone et qui dit bon, qu'est-ce qui va se passer pour mes pièces sur les véhicules électriques ou hybrides du futur? Est-ce que ça va être toujours les mêmes pièces? Est-ce que les pièces vont changer? Où est-ce que je pourrais placer mes pièces dans les nouveaux équipements? Il y a une grande incertitude, un grand questionnement. Ce qui est certain, c'est que même si l'énergie fossile va encore rester prédominante jusqu'en 2050 peut-être, de toute façon, même si on consomme moins, ça se transforme en CO2 et donc un changement perturbateur ne peut pas être évité. Ça va se faire peu à peu, hein. En 2030, le VDMA estime 22% de véhicules purement électriques. Simplement, c'est maintenant que ça se passe. Dans les visites de veille qu'on nous demande actuellement, les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est des visites de veille autour du véhicule électrique. Voir des véhicules et voir quelles sont les pièces et qu'est-ce que ça change. Il y a une grande incertitude des PME et ETI. Alors bien sûr, il y a moins de composants cinématiques. Ça implique de se concentrer sur les composants électrotechniques, de batterie, aussi sur les matériaux plus légers, revêtement de composites, de matériaux légers, de nouveaux matériaux. Vous avez aussi le problème de la recharge, même la charge rapide. Si vous allez charger pas en 30 minutes, mais en 5 minutes, malgré tout, c'est plus long qu'à la pompe aujourd'hui. Donc ça provoque des problèmes et les industriels ont des tas de solutions à proposer. Ça va demander dans les entreprises d'ETS des compétences plus élevées, plus spécialisées, de maîtriser la numérisation, une formation continue et puis un processus participatif avec les employés. Si on regarde la diapo suivante, on voit qu'il y a des opportunités aussi de pièces plus haut de gamme, c'est-à-dire que la conduite autonome, l'électromobilité, la mobilité en réseau, etc., ça fait des traitements qui vont être plus importants, revenir à plus de valeur ajoutée. Et il y a déjà ce que vous voyez déjà aujourd'hui tous les jours, c'est que les pièces mécaniques qui auparavant étaient cachées, on voit par exemple un enjoliveur de Mercedes qui cachait les composants de frein, maintenant on veut les voir. Donc il faut que les composants de frein soient beaux et puis en plus qui tiennent, qui tiennent aux exigences de corrosion, de projection de particules, etc. Par exemple, là, l'exemple de Atotech Deutschland, d'avoir un zinc nickel avec un taux d'incorporation de nickel de 12 à 16%. On a un certain nombre de méga-tendances qui sont assez claires, c'est-à-dire qu'on sait, avec l'électromobilité, qu'est-ce qui va se passer de bien pour les traitements de surface? C'est une demande accrue de revêtement sur les métaux légers. Pour la conduite autonome, des systèmes qui comportent des revêtements de métaux précieux, beaucoup plus de composants revêtus. Pour la mobilité en réseau, davantage aussi de revêtements de métaux précieux et de dépôts pulsés. Mais il faut essayer de trouver des solutions sans métaux précieux ou des métaux qui coûtent quand même moins cher pour baisser le coût global. En numéro 4, Industrie 4.0, qu'est-ce que vous avez? Le magnésium aussi, le composite dans les zones structurelles. Donc, toutes ces nouvelles techniques, ça demande des nouveaux revêtements, traitements de surface. Bon, il y a quelques questions puisque la protection de l'environnement s'accroît. Est-ce qu'il y a des nouveaux composés qui pourraient être limités? Zinc nickel, il y a du nickel. Pour l'instant, il n'est pas question de quoi que ce soit. Ou l'acide borique, quelles seront les perspectives? Et puis, l'autre risque, c'est l'évolution des marchés vers l'Asie, puisque déjà aujourd'hui, la Chine, c'est le premier marché mondial automobile. Certaines entreprises européennes de galvanoplastie exploitent déjà des installations en Chine. D'autres devront suivre. Vous avez peut-être vu le film Une si belle vallée qui racontait
la saga un décolleteur qui avait, je crois, environ 200 personnes, qui s'est trouvé confronté à la mondialisation. Il avait le choix, soit perdre tous ses emplois, soit jouer dans le cadre de la mondialisation. Et il est passé en 20 ans de 200 personnes en Haute-Savoie à une société où il avait, je crois, 500 personnes en Tchéquie, 2000 en Chine, et il en a gardé quand même 50 en Haute-Savoie. C'est-à-dire il a gardé de l'emploi en France et il a augmenté énormément son chiffre d'affaires mondial. Quelques exemples, hein. On va être concret. Vous avez l'exemple d'une voiture électrique la plus vendue dans le monde, c'est la Nissan Leaf. La Nissan Leaf, donc 150 chevaux DIN, 110 kW, autonomie 378 km, elle a 4 composants principaux. Donc on voit sur l'écran à droite, hein, premièrement le moteur, deuxièmement la Power Control Unit, les onduleurs, quoi, les inverseurs, les onduleurs, le module de la batterie. On voit que c'est quelque chose de très important, le module batterie, sur la photo qui est en haut à droite, hein, dans le soubassement. Ça prend pas mal de place. Quand on est allé faire la visite de veille chez Ademac 1, où ils démontent du benchmarking, démontage de véhicules électriques, on voit ces soubassements et on voit que c'est un système assez complexe, hein, parce qu'il faut que la structure tienne le coup. Évidemment, il y a des éléments de vissage, il y a des éléments qui permettent le transfert thermique de la chaleur des batteries. Il y a un certain nombre de choses assez complexes, hein. Le chargeur embarqué, donc ce sont les 4 pièces principales. Sur une voiture hybride plug-in, donc rechargeable, c'est la Toyota Prius 3 qui est la plus connue. Qu'est-ce qu'il y a comme 4 principaux composants? Une batterie de grande capacité qui permet une autonomie de 68, qu'est-ce que j'ai mis, de 68 km pour 68,2 km avec l'électrique seul. Donc c'est déjà beaucoup, hein, par rapport à celles qu'on peut avoir qui permettent simplement 10 ou 20 km. Le Power Control Unit, le moteur alternatif synchrone, et en plus on a le panneau photovoltaïque sur le toit qui permet d'emmagasiner de l'énergie. Là, on n'a plus besoin de se brancher. On récupère en plus par simplement en la laissant à l'arrêt. Si on regarde à la diapo 26, vous avez un panorama important des pièces des véhicules pour voir qu'est-ce que ça change sur les véhicules hybrides. Donc ça change sur les véhicules, les composants de moteur. En réalité, on va en avoir autant. Simplement, le moteur va être un peu sous-dimensionné. Les composants de traction, transmission, de la même façon, hein. Simplement, on a en plus des équipements électriques. C'est-à-dire que le véhicule hybride, c'est plutôt une configuration favorable pour les mécaniciens. À côté de ça, on a également la pile à combustible. Alors la pile à combustible, ça n'est pas pour tout le monde. Ça va être des niches, puisque le ravitaillement en hydrogène est coûteux. C'est plutôt pour des flottes captives. Il n'y a que en Chine, où en Chine la pollution est tellement énorme qu'ils ont décidé de mettre beaucoup de moyens, peut-être 1000 fois plus qu'en Europe, hein, parce qu'il faut absolument qu'ils dépolluent leur conurbation. Donc on bénéficiera peut-être de leurs connaissances ensuite. Évidemment, il y a plus de composants mécaniciens dans cette filière, hein. Il y a des revêtements des membranes polymères à électrodes, vous avez les revêtements des plaques bipolaires, les composants porteurs de gaz. Il faut avoir une certaine étanchéité. Les différents composants compresseurs, ventilateurs de recirculation d'hydrogène, vannes capteurs, c'est-à-dire tout ce qui est un peu tuyauterie, robinetterie. Là, il y a beaucoup de mécanique. Simplement, il ne faut pas s'attendre à des grandes séries tout de suite. Il y a autre chose qui est très important, c'est l'importance du design et de la perception client. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure la 5e méga tendance, c'est le bien-être. Les gens se positionnent beaucoup selon leurs valeurs. Et vous avez en haut à droite de la diapo 28 la Marguerite Renault qui donne les six grands pétales importants quand on veut développer un véhicule.
le travail, la famille, la planète, l'amour, le bon sens et le jeu. Donc c'est comme ça qu'au départ on conçoit un concept et les différents pétales sont traduits dans des textures, des formes, des sons, des couleurs. Mais ça n'est pas du tout abstrait, c'est-à-dire très vite les hommes de technique reprennent la main et on fait par exemple la texturation des outils moulants. On va obtenir des aspects brillants, structurés. Le chrome est toujours plus tendance. On veut beaucoup de choses chromées, donc chrome PVD ou à partir de chrome 3. Et ce sont les images que vous voyez donc en bas à droite de la diapo 28, les finitions chrome de la société BIA et Sarel. On voit aussi un assemblage de couches finies au laser, le super chrome PVD, le grainage des moules, la gravure laser sur la partie moulante d'un moule d'injection. Vous voyez tout ce qu'on peut faire et ça, ces grainages, c'est quelque chose qu'ensuite vous allez pouvoir toucher sur le véhicule. Les surfaces haptiques produisant des émotions. Ça, c'est l'objectif ultime. On n'y est pas vraiment, hein, mais c'est d'avoir un ressenti par le toucher. C'est-à-dire la science qui se développe, la kinesthésie, c'est la stimulation au contact d'objets. Alors pour faire cela, aujourd'hui, comme on a des gens pour les parfums, des nez, on a des gens qui sont très bons pour ressentir avec des mains humaines. Donc c'est quelque chose de subjectif. Mais peu à peu se développent des outils. Il y a un œil artificiel qui permet de caractériser les effets haptiques et un spectromètre qui mesure l'impression visuelle sous plusieurs angles. Au niveau des stratégies des entreprises d'ETS sur l'automobile, là, je vous ai mis 3 exemples de choses qui apparaissent individuellement. Une entreprise allemande, c'est toujours la société Holzapfel, mais dans un autre article, décidément, ils communiquent bien. Ils expliquent comment ils se préparent à l'automobile. Pour eux, ils ont pris, c'est une PMI, hein, ils ont choisi, enfin une ETI, ils ont choisi 2 directions, c'est-à-dire se développer sur les revêtements qu'ils connaissent, zinc, nickel, étain, argent, et à côté, développer des revêtements pour production d'hydrogène et transfert à des boîtiers d'électrodes plus petits pour les véhicules. Vous avez également un institut spécialisé pour une profession, le Kunststoff Institute de Ludenscheid, qui a tout un projet autour de l'industrie des plastiques pour résister au changement massif dans les fournisseurs, puisque c'est ça qui est en train d'arriver. On fait des nouveaux véhicules, des nouvelles filières, et donc les acheteurs, c'est plus les mêmes. Et donc il faut arriver à que les fournisseurs actuels se connectent à la nouvelle filière. Et résister à ce changement massif, ils se préparent, ils regardent comment faire, quels composants peuvent encore être fabriqués avec les procédés existants, ou quelles nouvelles combinaisons de matériaux peuvent être utilisées, quels produits peuvent être développés. Donc ça, c'est un exemple de réponse collective. Et il y a également une réponse au niveau des instituts de R&D, comme le CETIM ou d'autres. Il y a l'Institut Fraunhofer FEP, qui a développé des travaux sur la technologie lithium-soufre, donc qui utilise des dépôts couches minces de silicium sur les anodes pour remplacer le lithium, avec presque la même densité de stockage. Et donc, c'est quelque chose qu'ils ont développé. Après, dès que c'est au point, ils ont travaillé avec la société allemande Von Arden qui fabrique des installations et ça permet d'aller assez vite à des solutions. Vous avez le brunissage tribologique. Donc, c'est une technologie très ancienne qui est très connue, très pratique parce que ça produit une couche de conversion d'oxyde de fer noir, hein. Vous voyez les roulements en haut à droite de la diapo 32. Le brunissage, c'est un mot qui est bien trouvé. On brunit, on noircit la pièce et ça permet d'avoir une protection importante anti-corrosion tout en ayant une lubrification et une résistance pour le frottement, l'usure, le micro-pitting, etc. Et cette techno qui est très connue, elle connaît une nouvelle impulsion grâce au contrôle de procédés. C'est-à-dire qu'avec la numérisation, vous pouvez bouger les pièces angle par angle, comme on voit en bas à droite un rouleau de très grande taille. Et selon une inclinaison, on applique le traitement. Et puis peu à peu, on fait tourner la pièce
pour avoir l'ensemble de la pièce. Parce que la difficulté, c'est la limitation de la taille du bain. Et donc là, cette techno, elle a été rénovée à la fois par SKF, la société DV Brunofix, spécialiste de brunissage, et le Centrum für Werkstoffanalytik Lahof, qui est un centre allemand de mesure, contrôle en production, et qui permet donc de rénover, d'utiliser cette nouvelle techno. J'ai choisi de faire un zoom simplement sur deux technos autres, en plus du brunissage, là, qui sont en progrès par le numérique. Il s'agit des courants pulsés et puis des revêtements sélectifs. Des technos qui sont connus, hein, qui ne sont pas nouvelles, mais simplement le numérique leur donne également une nouvelle jeunesse. Les revêtements par courant pulsé, on applique à l'électrode des impulsions de courant. Et donc vous voyez en haut à droite de la diapo 34, on voit que l'impulsion de courant, ça peut être des marches, hein, on voit des petits rectangles, ça peut être des formes un peu plus complexes, ça peut même être à l'intérieur d'une marche, on fait aussi des montées-descentes, un petit peu comme des couronnes. On peut aussi inverser, passer en dessous de zéro. On peut faire des formes qui sont très très différentes. Donc ça permet une variation très large des propriétés. Ça améliore la qualité et la vitesse de déposition. On peut jouer pour améliorer l'aspect, la structure, la texture, la répartition d'épaisseur. Ça a été mis au point au CETIM dans les années 90 pour le chromage. Et puis on n'en a plus tellement parlé parce que la maîtrise du procédé est exigeante. Ça fait de nombreux paramètres à optimiser simultanément. Et grâce au numérique, on peut tout à fait réutiliser, et ça se fait, hein. Là, vous avez à la diapo suivante des exemples qui vont être donnés. En progrès grâce au numérique, au logiciel, à l'automatisme. Et même là, vous avez en bas à droite de la diapo 34 la puissance, c'est-à-dire que par exemple le laser pétawatt de Thales, bon, bien sûr il ne sert pas pour les traitements de surface, et pour vous montrer un exemple de ce qu'on est capable de faire, dans une salle de 2400 m², on est capable de produire en instantané 10 millions de milliards de watts. Donc ça c'est quelque chose, hein, mais pendant quelques femtosecondes. Donc c'est toute cette capacité d'impulsion de puissance qui permet de donner des opportunités. Le séminaire, 8e séminaire sur le pulse plating, il a montré un certain nombre d'illustrations. On peut faire des multicompositions et du multicouche. Par exemple, du zinc-fer, du nickel-cadmium, nickel-cobalt-fer, soit même à partir d'un seul bain ou alors avec un mécanisme à 2 étages. On peut également faire du nickel-phosphore, du nickel-fullerène. On continue à faire des progrès dans la maîtrise, c'est-à-dire le calcul des limites des impulsions, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre au mieux justement la forme des impulsions, la détermination des paramètres par plan d'expérience, le profil de profondeur. Donc à chaque fois, vous avez entre parenthèses les instituts qui ont travaillé dessus. Et on a la plupart des infos donc, dans les liens en bleu soulignés. Vous avez une variété importante de techniques, c'est-à-dire qu'en courant pulsé, on peut faire de l'anodisation, de l'électropolissage, de l'usinage électrochimique, de l'oxydation électrolytique par plasma, des post-traitements pulsés après fabrication additive. Et tous ces traitements-là, par exemple, c'est fait par la seule société Hertenberger, Engineered Surface. Elle maîtrise tout ça, mais d'autres également. On peut faire des impulsions picosecondes, on peut varier les ingrédients, des pots d'argent avec électrolyte cyanure, solutions non aqueuses comme l'éthylène glycol. On peut même également, si on veut, produire des structures poreuses. C'est ce qui est fait à l'ETH Zurich. La seconde techno sur laquelle je vous propose un zoom, ce sont les revêtements sélectifs. C'est très connu également parce qu'il y a des usages traditionnels de réparation, revêtement de zones localisées. Vous voyez à la diapo 37 en haut à droite, on va plaquer un outillage sur une pièce et on va avoir le revêtement à cet endroit-là. Les plus connus, par exemple, c'est Dalic et Sifco. On voit des exemples de pièces en bas. Vous voyez par exemple la pièce Epson Plating au milieu, où on voit les petits picots qui sont revêtus de façon sélective, la dorure de pointe de connecteur, ou à gauche on voit la coloration d'une partie de la pièce.
Alors pourquoi c'est l'avenir? C'est que on continue à avancer vers l'éco-conception, l'allègement et un composant n'a pas une surface unique indifférenciée, mais plusieurs surfaces d'exigences fonctionnelles différentes. En particulier, on voit chaque portion de surface, ça nécessite une finition différente. Et si vous utilisez des métaux coûteux, c'est dommage de gaspiller l'argent en mettant sur toute la pièce. Il faut arriver à le mettre qu'à un endroit particulier. Et sur la grande figure qui est sur la diapo 38, vous avez une vingtaine de technos qui existent déjà pour faire de la galvanisation partielle. Donc c'est très important de prendre en compte le critère qui s'appelle la sélectivité. Plus ce paramètre est élevé, plus il est possible d'économiser du matériau. Donc c'est pour ça qu'à l'origine, ça a été développé avec la dorure. Et puis les connaissances, peu à peu, elles ont été appliquées à d'autres secteurs. Donc c'est dans l'article que j'ai traduit sur le blog de veille continue du CETIM, Die Selektivität Hauptkriterium zur Bewertung partieller galvanotechnischer Verfahren. Il y a toutes les équations pour bien maîtriser la sélectivité. Vous avez un exemple à la diapo 39 pour illustrer l'importance justement d'un cadre conducteur adoré. En haut à droite de la diapo 39, on voit que le coût du métal va baisser, plus vous allez avoir la sélectivité élevée, c'est-à-dire moins de surface revêtue. Par contre, le coût du travail va augmenter. Et donc, il y a un optimum à trouver. Là, sur le cas de ce cadre conducteur, on veut appliquer 10 500 mm². Ce sont 16 composants conducteurs de 656,25 mm² chacun. Et la technique qui permet de n'appliquer simplement que 27 mm², c'est-à-dire 27 mm² sur les 656, donc par composant, ça donne un facteur de surface de 0,041. Malheureusement, si vous faites un revêtement sélectif, il faut mettre plus d'épaisseur. Donc c'est 3 mm au lieu de 0,7. Donc au lieu d'avoir un facteur de 0,041, vous avez un facteur simplement FE qui est de 0,176. Mais ça fait quand même donc que 17,6% de la matière qui est déposée. Et vous voyez donc en bas l'image, qu'est-ce que ça donne? Si on avait un facteur de surface de 0,04, on a la sélectivité, c'est 1 moins le facteur de surface. Donc on a une sélectivité de 0,96. Si on a un facteur de surface de 0,176, on va avoir 0,82 de sélectivité. Donc c'est quelque chose de très important. À partir de là, donc, je vous ai donné un certain nombre de technos. On va s'occuper du troisième et dernier sondage. Le troisième et dernier sondage, donc je vais redonner la main là aux techniques de l'ingénieur pour qui vous pose les questions sur les 6 dernières techniques principales que peut-être vous êtes amené à voir de temps en temps. Donc si les techniques de l'ingénieur veulent lancer le sondage, est-ce que vous êtes concerné par les techniques de post-fabrication additive, de revêtement multiple, de sol-gel, de revêtement texturé, tactile, de dépôt par courant pulsé, de revêtement sélectif. Donc là, vous avez 30 secondes pour répondre à ce sondage. Donc merci. En conclusion, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, ce sont donc les 3 principales grandes tendances des traitements de surface 2019. C'est aller vers le numérique, l'industrie 4.0,
Donc sans précipitation, en allant peu à peu, mais l'important c'est de commencer. Également, les évolutions de mobilité, ben, c'est maintenant. Si vous voulez rentrer dans ces nouvelles filières, ces nouveaux marchés, c'est maintenant qu'il faut s'intéresser et voir où vous pouvez placer vos traitements. Et puis, ben, vous avez vu un certain nombre de technologies qui sont rénovées par ces deux nouvelles grandes méga tendances et qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, je vous remercie pour votre écoute et puis je vais rendre la parole aux techniques de l'ingénieur qui a peut-être déjà quelques retours sur les premières questions. Donc, je vous laisse la Oui, parole, Monsieur Souma. merci Monsieur Bello, merci pour cette excellente présentation. Alors tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses. N'hésitez surtout pas à nous soumettre vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous essaierons d'y répondre. Alors Monsieur Bello, nous avons une première question. Est-ce que vous voyez la numérisation dans les entreprises de traitement de surface? Alors, comment ça se passe? En réalité, bon, je fais pas beaucoup, mais peut-être je vois 2 ou 3 entreprises de traitement de surface à diverses occasions chaque année. Cette numérisation-là, je la vois depuis très longtemps, hein. C'est-à-dire, depuis 10 à 15 ans, on voit cet effort, de la gestion de production qui, peu à peu, heu, a conduit à faire ces outils numériques, ces logiciels maison. Et de plus en plus, quand vous allez maintenant dans des entreprises, vous voyez des grands écrans un petit peu partout qui donnent la succession des ordres de fabrication, où on en est, qui s'en occupe, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez beaucoup de gens avec des tablettes. Vous voyez des synoptiques, par exemple, pour le traitement des déchets, où on sait absolument tous les effluents, par où c'est passé, où ça en est dans la station de traitement. C'est assez avancé. Quand je suis allé l'an dernier à l'organisme de formation TechSurf à Saint-Nicolas-les-Redons, bon, ben là c'est des jeunes, hein. On voit qu'ils maîtrisent absolument parfaitement toutes les techniques de réalité virtuelle. Ils ont une grande ligne de traitement de surface virtuelle qui ferait peut-être au moins 30 mètres de... Ben d'ailleurs, elle existe en réel, hein. Elle fait au moins 30 mètres de long, une ligne de traitement de surface. Et puis, on peut la suivre également en virtuel. C'est-à-dire qu'en virtuel, vous pouvez ouvrir aux différents endroits parce que c'est capoté et puis voir qu'est-ce qui se passe si vous mettez quelque chose, si vous enlevez quelque chose. Vous avez également tous ces systèmes de paramétrage par logiciel, c'est-à-dire vous devez faire un traitement de surface, qu'est-ce qu'il faut mettre comme ingrédient, comme durée, comment entrer, sortir, et donc tout ça c'est quelque chose qui est déjà très utilisé en formation et puis qu'on voit peu à peu dans les entreprises. Simplement, ben, le problème c'est la normalisation, hein. C'est-à-dire, comme au départ, c'est parti chacun de son côté, chacun a fait ses développements maison. Maintenant, il faut reconverger. Et c'est ça qu'on a vu chez les Allemands, au VDM Oberflächen Technik. Ils se réunissent et puis ils essaient de trouver des solutions entre eux. Donc c'est cet aspect-là qui est important aujourd'hui. C'est un peu une convergence. D'accord, très bien, Monsieur Bello. Nous avons aussi une autre question. Est-ce que vous voyez déjà dans les traitements de surface est-ce que vous voyez déjà des traitements de surface connus pour l'immobilité? Pardon, excusez-moi. Alors voilà, c'est également une difficulté particulière, c'est-à-dire que bien sûr, on n'est pas forcément perturbé. Vous avez vu l'exemple de la société Holzapfel tout à l'heure, qui dit bon, bien sûr, on peut continuer à proposer du zinc nickel, de l'étain, de l'argent. Vous allez avoir plus de revêtements conducteurs. Alors oui, on voit ça, c'est-à-dire que l'entreprise part de ce qu'elle sait faire aujourd'hui, et puis elle va offrir son savoir-faire au réseau qu'elle connaît déjà. Simplement, la difficulté, c'est que ce sont des nouveaux réseaux qui se mettent en place. C'est-à-dire que ça ne va plus être les mêmes gens. Quand vous avez une gestion par projet, une nouvelle voiture électrique qui est créée, ça ne va plus être les mêmes gens que ceux qui faisaient la voiture thermique précédente. Et donc, c'est des contacts à nouer. Et c'est en ce moment que ça se fait. C'est-à-dire que même si on a, aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé le million de production.
cette année, hein, sur 100 millions environ de voitures qui sont produites dans le monde, on a dépassé 1 million de voitures électriques produites. Donc c'est déjà beaucoup, mais ce ne sont pas encore les grandes séries. Et les gens de traitement de surface qui veulent prendre leur part du marché de l'électrique, c'est maintenant, avant qu'on atteigne les 22 millions de véhicules, les 22% là qu'on a vu avec le VDMA en 2030. Hein. Aujourd'hui, 1 million, dans 10 ans, 22 millions. Donc vous voyez, c'est maintenant qu'il faut nouer les liens. Et les technos, en gros, les fournisseurs de traitement de surface les maîtrisent. Simplement, c'est plus les mêmes réseaux. D'accord, très bien. Et pour conclure, je vais vous poser une dernière question, peut-être un peu plus technique. Quelles sont les avancées 4.0 dans le traitement de surface thermochimique de nitruration des métaux? Ah oui, alors là, en traitement thermochimique, on peut faire beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu la thermodiffusion de zinc avec la société Thermission. Euh, Vous avez en nitruration tout ce qui est avec les écrans actifs. Vous pouvez mettre des écrans, formater des écrans de différentes formes. En particulier, on voit les écrans actifs à base carbone qui vont être plus efficaces que ceux en acier qu'on connaît déjà. Et ça vous permet de faire exactement ce que vous voulez avec les atmosphères. Nitruration et puis même carbonitruration, oxycarbonitruration. On peut faire beaucoup de choses avec le numérique. Et surtout que les capteurs se sont beaucoup améliorés. Et également, vous pouvez même aller peut-être encore plus loin que le numérique. Donc là si une personne est intéressée par ces aspects, je pourrais lui donner des articles sur la nitruration, bien sûr. Vous avez également des fours maintenant qu'il est possible d'alimenter par les énergies alternatives. Donc là, c'est un peu un effet buzz, un effet marketing, mais il y a une société qui fabrique des fours qui a l'option, soit vous pouvez brancher votre four sur le courant électrique habituel, soit vous avez aussi l'option de l'alimenter par panneau solaire. Et donc là, c'est vraiment la vague développement durable qui commence peu à peu à se voir. On a cet aspect écologique, éco-conception qui apparaît peu à peu. Moins de consommation, bien sûr, mais également utiliser des énergies alternatives. Très bien. Est-ce que on a une dernière question? Je vais en prendre une dernière question. Que pensez-vous de l'avenir de la voie humide au vu des restrictions de REACH? Alors, il y a des restrictions, il faudra s'y conformer, hein. Mais cependant, la voie humide, elle est incontournable. Donc, malgré ces restrictions qui vont augmenter le coût, forcément, la pièce, il faut la traiter près d'où elle est produite. Donc, on ne va pas tout déplacer, toute la production en dehors de l'Europe, hein. On en va garder une grande production en Europe et donc les traitements électrolytiques vont rester. Et ils ont une opportunité dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. J'avais parlé dans la synthèse de l'année dernière, ce sont les revêtements multiples. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une surface multifonctionnelle, vous ne pouvez pas la faire qu'avec un revêtement PVD ou laser. Il faut absolument le faire en combinaison de matériaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une combinaison revêtement électrolytique plus peinture, revêtement électrolytique plus PVD. Et donc la voie électrolytique, elle va continuer à avoir sa voix énorme, surtout que c'est un domaine qu'on ne peut pas donner aux grands producteurs de produits chimiques. C'est quelque chose de métier, ça demande une connaissance importante et donc c'est quelque chose qui n'est pas facilement transférable. Et donc les façonniers qui maîtrisent bien leur techno vont continuer à avoir ces solutions qui sont incontournables et ils vont gagner en allant vers le multi-technologie, c'est-à-dire revêtement électrolytique plus peinture. Par exemple, on a ce cas-là pour le mobilier de collectivité, euh, où vous n'allez pas pouvoir mettre simplement du PVD. Ça ne va pas tenir face aux collectivités. Donc, vous avez du PVD plus revêtement électrolytique.
Et ces solutions combinées sont quelque chose aussi d'avenir. Super, vous êtes très nombreux à participer. Je vais vous poser une dernière question, Monsieur Bello, vraiment. Y a-t-il un impact de l'électrification sur les surfaces peintes? Ah bah oui, bien sûr. Vous avez vu que, premièrement, bon, c'est pas vraiment lié à l'électrification, c'est lié au goût des gens, hein. Euh, un certain nombre de couleurs qui peuvent être faites selon la personnalisation. Et au niveau de l'électrification elle-même, non, on peut pas vraiment dire non, hein. Les surfaces peintes, non, on peut pas vraiment dire. C'est plutôt l'évolution des goûts et de la personnalisation. Et dans la veille continue, on voit beaucoup de choses sur la façon de changer sa peinture. C'est plutôt en lien avec la personnalisation. Vous allez avoir chaque pièce, ou quelques pièces, vous les faites d'une couleur, et puis les pièces suivantes, vous les faites d'une autre couleur. Donc il faut des nouveaux systèmes pour avoir soit plusieurs bus, soit des bus qui se nettoient très vite pour, sans que ça coûte trop cher ni trop de temps, changer la couleur pièce par pièce. Donc c'est surtout l'aspect personnalisation. Très bien. Merci, Monsieur Bello. Merci à tous les participants. Je vous rappelle que ce webinaire sera très bientôt disponible sur le site de Technique de l'ingénieur. Je tiens également à nouveau à remercier Monsieur Bello pour sa disponibilité, pour son excellente présentation. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux webinaires. Passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir sur les sites des éditions Techniques de l'ingénieur.